Partie 3 de l'art de vivre. La désorientation contemporaine. Le monde moderne a accompli ce que les siècles précédents n'avaient fait qu'espérer, il a libéré l'individu. Jamais dans l'histoire, l'être humain n'a disposé d'autant de droits, d'opportunités et de moyens pour agir sur sa propre existence. L'instruction s'est démocratisée, les voyages se sont accélérés, les frontières de la connaissance ont explosé sous l'effet du numérique. En théorie, tout semble possible, créer une entreprise depuis sa chambre, rencontrer l'autre bout du monde en un clic, apprendre une langue ou une science sans quitter son domicile. Mais cette expansion, qui devait apporter clarté et maîtrise, a souvent produit l'effet inverse, un brouillard intérieur. L'ouverture infinie du possible n'a pas forcément conduit à plus de sens, mais à plus d'incertitude. Autrefois, les cadres de vie limitaient mais orientaient. Les traditions, les métiers, les croyances, les rôles familiaux constituaient une charpente collective. On savait ce qu'il fallait faire, comment se comporter, quel chemin suivre. Les existences étaient plus prévisibles, on naissait dans une profession, un territoire, une religion, une langue. Ce monde ancien n'était pas idyllique, mais il donnait un axe. Aujourd'hui, ces repères se sont effacés sans qu'ils soient vraiment remplacés. La liberté s'est étendue, mais le sens s'est dilué. Ce qui, autrefois, enfermait, donnait aussi la stabilité intérieure. Et inversement, ce qui libère aujourd'hui expose à la dispersion. Les sciences cognitives décrivent cette situation en termes de surcharge mentale. L'esprit humain n'est pas conçu pour gérer un flux d'informations continu. Chaque donnée, chaque image, chaque sollicitation demande un traitement, une hiérarchisation, une décision, garder ou ignorer. Croire ou douter, agir ou remettre. Ce processus constant épuise l'attention, comme un moteur qui tournerait sans pause. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a montré dans ses travaux sur la cognition que notre cerveau fonctionne selon deux grands systèmes, l'un rapide, intuitif, émotionnel, l'autre lent, réfléchi, analytique. Or, notre époque sollicite le premier en permanence. Les réseaux, les publicités, les notifications forcent des micro-décisions instantanées, laissant peu d'espace au second, celui de la réflexion calme et du discernement. Résultat, le sujet moderne réagit plus qu'il ne choisit. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Chaque choix, même minime, consomme une part mesurable d'énergie cognitive. Choisir un repas, un vêtement, une activité, une série, une photo à publier, chacune de ces micro-décisions prélève un peu de la ressource mentale disponible. Plus les options sont nombreuses, plus la satisfaction diminue. Ce phénomène, documenté par le psychologue Barry Schwartz, est connu sous le nom de paradoxe du choix. Plus l'on dispose d'alternatives, plus il devient difficile de se sentir heureux. Le cerveau préfère la simplicité à la profusion, la direction claire à la multiplicité des chemins. Lorsque tout devient possible, rien ne semble plus désirable. L'attention se disperse, l'énergie se fragmente, le plaisir s'émousse. Ce n'est pas un problème moral, mais un fait biologique. L'esprit humain, calibré pour l'économie d'effort, se perd dans l'excès de stimulation. Cette dispersion se manifeste dans nos rythmes de vie. Le matin, dès le réveil, le téléphone impose son flux, messages, mails, actualités, réseaux. Avant même de se lever, le cerveau a déjà consommé une partie de sa capacité d'attention. Or, cette ressource n'est pas infinie. Les neurosciences montrent que la concentration soutenue dépend de circuits précis, notamment du cortex préfrontal, qui se fatigue rapidement lorsqu'ils sont sollicités sans pause. C'est pourquoi une journée saturée d'écrans et de choix mineurs laisse un sentiment de vide, le cerveau a travaillé sans but tangible. Cette sensation d'épuisement n'est donc pas une faiblesse individuelle, mais une conséquence physiologique d'un environnement hyperstimulant. La société de consommation a amplifié cette mécanique. Elle a fait de la liberté une promesse de variété infinie. Chaque objet, chaque service, chaque expérience devient potentiellement source de plaisir, de distinction ou d'identité.
Mais derrière cette apparente abondance se cache une logique unique, celle du désir entretenu. Le désir, à l'origine, était un signal vital. Il poussait à la survie, à la recherche de nourriture, à la coopération, à la reproduction. Il indiquait un manque à combler pour rétablir un équilibre. Aujourd'hui, ce signal est continuellement attisé, même lorsque le besoin est satisfait. Les publicités, les plateformes, les algorithmes entretiennent une excitation sans repos. Le cerveau, bombardé de promesses de plaisir, devient dépendant de la nouveauté. Sur le plan neurologique, cela repose sur le système de récompense dopaminergique. Chaque fois que l'on anticipe un gain, un plaisir ou une reconnaissance, le cerveau libère une petite quantité de dopamine. Mais cette libération est éphémère, elle prépare davantage qu'elle ne satisfait. C'est pourquoi l'attente d'un message, d'un achat ou d'un like procure parfois plus d'émotion que sa réception. Or, dans un contexte où les sollicitations sont permanentes, cette boucle de récompense s'emballe. Le cerveau n'a plus le temps de revenir à l'équilibre. Il s'habitue à l'excitation constante et ressent le calme comme un vide. Ce mécanisme explique pourquoi, même comblé matériellement, l'individu contemporain ressent une tension intérieure diffuse, une impression d'insuffisance permanente. Le plaisir n'est plus un aboutissement, mais un stimulus parmi d'autres. Ainsi, la liberté de choix devient paradoxalement une contrainte. L'individu moderne se sent obligé d'explorer, de consommer, de performer. La promesse de l'autonomie se transforme en devoir de se réaliser. Ce glissement, analysé par les sociologues du travail, se traduit par la montée des injonctions, sois toi-même, réalise ton potentiel, fais ce que tu aimes. En apparence libératrice, ces formules imposent une pression subtile, celle de devoir donner un sens visible à son existence. Elles remplacent les anciens dogmes religieux ou moraux par un dogme de la réussite individuelle. Et parce que cette réussite est illimitée, elle devient inatteignable. Celui qui ne s'épanouit pas en permanence se croit défaillant. L'angoisse de ne pas être assez s'installe. Les réseaux sociaux ont porté cette logique à son paroxysme. Ils ont transformé la vie intime en scène publique. Là où autrefois la reconnaissance provenait du cercle proche, famille, amis, père, elle dépend aujourd'hui du regard anonyme des foules numériques. La psychologie sociale a montré que l'estime de soi se construit par le regard de l'autre, c'est en se sentant vu, compris et reconnu qu'on se sent exister. Mais quand ce regard devient multiple, instantané et fluctuant, il se transforme en mirage. L'individu poste une image, reçoit une approbation brève, puis retourne au silence. Ce cycle de validation éphémère fragilise la stabilité identitaire. L'image de soi devient un produit à entretenir. On ne vit plus pour être, mais pour apparaître. Ce phénomène n'est pas anodin sur le plan neurologique. Chaque notification, chaque like, chaque commentaire active les mêmes zones cérébrales que les petites récompenses matérielles. L'esprit se conditionne à attendre des signes de reconnaissance. Mais comme ces récompenses sont aléatoires et intermittentes, elles renforcent la dépendance, c'est le même principe que celui des machines à sous. L'utilisateur revient sans cesse, espérant que cette fois la validation sera plus forte, plus nombreuse, plus durable. Ce mécanisme crée une tension entre excitation et frustration. Même en ligne, l'esprit humain reste un organisme biologique, il obéit à ses circuits primitifs de plaisir et de manque. Sur le plan psychologique, cette exposition constante à la comparaison altère la perception de soi. Les études sur le bien-être montrent que la satisfaction dépend moins de la situation réelle que de la comparaison avec autrui. Or, sur les réseaux, les comparaisons sont truquées, chacun expose une version filtrée de sa vie, soigneusement choisie pour paraître enviable. Face à ces images, l'esprit oublie la réalité des autres et se juge lui-même sur des apparences. Cette distorsion crée un sentiment de décalage entre ce que l'on vit et ce que l'on croit devoir vivre. L'identité devient mouvante, fragmentée entre ce que l'on est et ce que l'on montre. L'accélération technologique a renforcé ce déséquilibre. Le temps n'a plus le même visage.
Autrefois, il s'écoulait selon les rythmes naturels, jour et nuit, saison, année. Aujourd'hui, il s'écoule selon les flux d'informations. Il ne se mesure plus en durée, mais en vitesse. La journée n'est plus vécue, elle est remplie. Les moments cessent d'être habités, ils deviennent des cases à cocher. Répondre, produire, publier, avancer, autant d'actions qui donnent l'illusion d'un progrès, mais souvent sans direction claire. L'homme moderne avance vite, sans savoir vers quoi. Et ce mouvement perpétuel masque une forme d'immobilité intérieure. Cette transformation du rapport au temps a des conséquences profondes sur la santé mentale. Les recherches en psychologie montrent que la sensation de bien-être dépend de la capacité à ressentir la continuité entre passé, présent et futur. Quand tout s'accélère, cette continuité se brise. Le présent devient un fragment isolé, sans épaisseur. On vit dans un maintenant permanent, sans racine ni horizon. Cette temporalité fragmentée alimente l'anxiété, sans mémoire stable, l'esprit ne peut pas se projeter sereinement. L'individu contemporain cherche alors des repères immédiats, des objectifs à court terme, des gratifications instantanées, des projets à renouveler sans cesse. Mais plus il cherche à combler le vide, plus celui-ci s'élargit. Ainsi, la désorientation contemporaine n'est pas un accident, mais un symptôme. Elle révèle un décalage entre la structure biologique du cerveau humain, lente, adaptative, faite pour l'équilibre et la répétition, et le rythme du monde moderne, rapide, instable, saturé. Notre environnement évolue plus vite que notre organisme. Nos outils dépassent notre capacité à les intégrer. Et ce fossé crée une tension intérieure, une fatigue de vivre dans un monde qui va plus vite que nous. Ce décalage entre l'homme et le monde qu'il a lui-même créé est au cœur de la crise actuelle du sens. Depuis 2 siècles, le progrès technique a accéléré toutes les dimensions de l'existence, transport, communication, production, information. Mais l'esprit humain, lui, n'a pas changé de structure. Nos instincts, nos besoins, nos émotions sont restés ceux d'un être conçu pour évoluer lentement dans un environnement stable, en petits groupes, avec des repères clairs et répétitifs. La modernité, en rompant avec cette lenteur biologique, a libéré des forces immenses mais aussi un déséquilibre intérieur. L'homme contemporain vit dans un monde qui exige de lui une adaptation permanente, alors que son organisme cherche, lui, la stabilité. Ce paradoxe se manifeste à plusieurs niveaux. Sur le plan physiologique d'abord, le système nerveux, conçu pour répondre ponctuellement aux dangers, est aujourd'hui activé en continu. Les notifications, les urgences professionnelles, les flux d'actualité entretiennent un état de vigilance permanente. Les neurosciences parlent d'hyperstimulation du système sympathique, c'est-à-dire la branche du système nerveux responsable des réactions de stress et de fuite. Autrefois, cette activation était brève, face à un prédateur ou à une menace immédiate, elle permettait de réagir vite, puis de revenir à l'équilibre. Aujourd'hui, elle est devenue quasi constante. Le corps sécrète du cortisol non plus pour survivre, mais pour tenir. Peu à peu, cette tension chronique use les mécanismes de régulation, sommeil fragmenté, troubles digestifs, irritabilité, perte d'attention. La fatigue moderne n'est pas seulement psychologique, elle est biochimique. Sur le plan psychique, le phénomène est identique. Nos capacités d'intégration émotionnelle sont limitées, l'esprit humain ne peut pas absorber un flux permanent de drames, de comparaisons et d'injonctions. Or, le monde numérique abolit la distance. En quelques minutes, on peut être témoin de catastrophes à l'autre bout du globe, puis passer à des images de divertissement, puis à la vie privée d'inconnus. Cette succession rapide d'émotions crée une forme d'anesthésie. Pour se protéger, le cerveau apprend à ne plus ressentir pleinement. Il devient spectateur de lui-même. C'est ce qu'on observe dans la fatigue empathique, phénomène bien documenté chez les soignants et désormais répandu dans la population. L'excès d'exposition à la souffrance finit par éteindre la capacité d'empathie. Le trop plein d'émotions produit paradoxalement de l'indifférence. Cette indifférence n'est pas un manque de morale, mais un réflexe d'économie psychique.
Pour continuer à fonctionner, l'esprit se coupe de ce qu'il ne peut plus intégrer. Mais cette coupure a un coût, elle réduit la profondeur de l'expérience vécue. On ne ressent plus vraiment la joie, la gratitude, l'amour, car ces émotions utilisent les mêmes circuits que la douleur ou la tristesse. En se protégeant du négatif, on s'ampute du positif. Le monde devient plat, uniforme, sans contraste. Cette anesthésie du sensible est l'un des symptômes majeurs de la désorientation contemporaine, elle donne l'impression de vivre sans relief, comme à travers une vitre. À cette saturation sensorielle s'ajoute une saturation symbolique. Autrefois, les récits collectifs, religieux, politiques, familiaux, donnaient un cadre d'interprétation à l'existence. Ils offraient une cohérence entre les épreuves et les buts, entre l'individuel et le collectif. La modernité, en détruisant ces récits, a libéré la pensée critique, mais elle a aussi laissé un vide symbolique. L'individu, désormais seul face à lui-même, doit inventer son propre sens. Cette autonomie radicale est exaltante, mais vertigineuse. La philosophie existentialiste l'avait pressenti, la liberté totale peut devenir une source d'angoisse, car elle place sur nos épaules la responsabilité entière de donner un sens à notre vie. Or, tout le monde n'est pas préparé à ce poids. L'éducation, les médias, la culture de masse n'ont pas toujours su accompagner cette transition. Elle valorise la réussite individuelle, la performance, la rentabilité du temps, mais rarement la réflexion sur le sens. Le discours dominant dit « fais ce que tu veux, mais sois performant ». Résultat, une génération entière oscille entre hyperactivité et vide intérieur. Les jeunes adultes, plus libres que jamais, se sentent aussi plus anxieux que leurs aînés. Les enquêtes en santé mentale le confirment, les troubles anxieux-dépressifs, les crises d'identité et le sentiment de déconnexion augmentent dans les sociétés les plus développées. Ce paradoxe révèle que la liberté, sans structure intérieure, se transforme en vertige. Ce vertige touche aussi la notion même d'identité. Autrefois, l'identité se transmettait, on appartenait à une lignée, une profession, une culture. Aujourd'hui, elle se construit en permanence. On choisit son apparence, ses opinions, ses appartenances, parfois même son genre ou son prénom. Ce mouvement d'autodéfinition est une conquête, il permet de s'émanciper des déterminismes. Mais il a un revers, l'instabilité. Quand tout peut changer, rien ne rassure. L'identité devient une œuvre inachevée, constamment exposée au jugement des autres. Les réseaux sociaux accentuent ce phénomène, l'image de soi se fragmente en profils, avatars, photos, commentaires. On ne se regarde plus dans un miroir, mais dans une multitude d'écrans. Psychologiquement, cette fragmentation entraîne une perte d'unité intérieure. Le moi se dissocie, une partie agit, une autre observe, une troisième juge. Ce dédoublement permanent fatigue la conscience. Il explique pourquoi beaucoup de personnes ressentent une impression de ne plus se reconnaître. Ce n'est pas une pathologie, mais le signe d'un environnement qui multiplie les miroirs. Chaque regard extérieur exige une version différente de soi. Or, le cerveau humain, pour se sentir cohérent, a besoin d'un récit stable. Sans ce fil conducteur, il se désoriente. La perte de repères identitaires devient alors une perte de continuité intérieure. Dans ce contexte, la culture de la performance ajoute une pression supplémentaire. Elle a envahi toutes les sphères, travail, loisirs, relations, apparence. Le corps lui-même devient un projet à optimiser. Les applications de santé, les régimes, les coachings promettent une version améliorée de soi. Mais derrière cette quête de perfection se cache souvent une peur, celle de ne pas être à la hauteur. Les psychologues parlent de comparaison ascendante, se mesurer à mieux que soi pour progresser. C'est sain jusqu'à un certain point, mais dans un monde saturé d'exemples idéalisés, cette comparaison devient toxique. Plus on regarde les meilleurs, plus on se sent inférieur. Et plus on se sent inférieur, plus on cherche à compenser par la performance. C'est un cercle fermé. La culture numérique accentue encore ce mécanisme.
Les algorithmes favorisent ce qui attire l'attention, réussite, beauté, richesse, provocation. Ils créent un horizon de normalité artificielle, où tout semble spectaculaire. L'esprit, soumis à ces modèles, se décale insensiblement, il croit que la vie ordinaire vaut moins. Or, c'est précisément cette vie ordinaire faite de lenteur, de liens, de gestes simples qui fonde l'équilibre psychologique. Quand elle perd sa valeur, tout vacille. Le bonheur devient une performance, le repos une faute, la simplicité un échec. Cette inversion des valeurs crée une tension permanente entre ce que l'on vit et ce que l'on croit devoir vivre. Face à cette tension, deux stratégies opposées apparaissent, l'accélération et le retrait. Certains redoublent d'activité, multipliant projets et expériences pour ne pas ressentir le vide. D'autres se replient, fatigués de la surstimulation, cherchant refuge dans la lenteur, le silence, la nature. Les sociologues parlent de fatigue d'être soi. Cette expression désigne moins un désintérêt qu'un épuisement, celui de devoir sans cesse se définir, se montrer, se justifier. Le repos n'est plus seulement physique, il devient existentiel. On cherche non pas à dormir, mais à se retrouver. Ce besoin de retrait se manifeste dans des mouvements récents, minimalisme, sobriété, digital détox, reconversion, retour à la terre. Ces choix ne relèvent pas seulement d'un effet de mode, ils traduisent un instinct d'autorégulation. Face à la surcharge, le système vivant cherche naturellement l'équilibre. C'est un réflexe biologique, tout organisme tend vers l'homéostasie. Quand l'environnement devient trop instable, le corps et l'esprit tentent de rétablir un point d'équilibre interne. Mais ce mouvement reste fragile, il se heurte à la pression du système économique, qui valorise la croissance, la vitesse et la visibilité. Ralentir, dans ce cadre, semble presque une transgression. Pourtant, de plus en plus de personnes perçoivent la nécessité d'un autre rapport au temps et à l'attention. Les recherches sur la méditation, la pleine conscience, la nature, le repos montrent toutes les mêmes effets, baisse du stress, amélioration de la mémoire, régulation émotionnelle. Ces pratiques, loin d'être spirituelles au sens religieux, répondent à une exigence biologique, permettre au cerveau de retrouver son rythme naturel. Dans un monde d'excès, la lenteur devient un acte de lucidité. Elle n'est pas fuite, mais discernement, choisir de ne plus tout absorber, de laisser du vide pour que la conscience respire. Ce vide, longtemps perçu comme une absence, pourrait redevenir une ressource. Les traditions philosophiques l'avaient compris, sans silence, il n'y a pas de pensée. Sans pause, il n'y a pas de sens. Le monde moderne a remplacé le silence par le bruit, la réflexion par la réaction, l'attention par la distraction. Mais au fond, la faculté la plus précieuse de l'esprit humain n'est pas de tout savoir, c'est de pouvoir s'arrêter, contempler, relier. Retrouver ce pouvoir, c'est déjà commencer à se réorienter. Revenir à soi dans un monde saturé d'informations ne signifie pas se couper du monde. C'est au contraire une manière d'y participer plus lucidement. Car la désorientation n'est pas seulement une fatigue individuelle, c'est un symptôme collectif, un signal que notre rapport au réel doit être repensé. Nous avons appris à produire, à connecter, à accélérer. Il nous reste à apprendre à filtrer, à choisir et à ralentir. Ce mouvement ne consiste pas à rejeter la modernité, mais à en maîtriser le rythme. C'est une forme nouvelle de sagesse, celle de la mesure à l'ère de l'excès. Cette sagesse commence par une redéfinition de la liberté. Pendant des siècles, la liberté signifiait s'affranchir des contraintes extérieures, des rois, des dogmes, des traditions. Aujourd'hui, elle signifie plutôt se libérer des conditionnements intérieurs, la compulsion de tout voir, tout savoir, tout commenter, tout posséder. Nous sommes devenus libres juridiquement, mais prisonniers de nos stimulations. La liberté moderne n'est plus un combat contre l'oppression, mais contre la dispersion. Elle demande une discipline nouvelle, celle de l'attention choisie. L'attention est devenue la ressource la plus rare de notre époque. Ce que nous regardons, écoutons, lisons, détermine littéralement la structure de notre cerveau.
Les neurosciences parlent de plasticité neuronale, les circuits les plus sollicités se renforcent, les autres s'affaiblissent. Ainsi, un esprit constamment distrait devient biologiquement incapable de se concentrer longtemps. Inversement, un esprit entraîné à la focalisation retrouve sa capacité de profondeur. Cette loi simple a des implications immenses, elle fait de l'attention non seulement une faculté cognitive, mais un choix existentiel. Diriger son attention, c'est orienter sa vie. Mais ce choix suppose de redonner une valeur au silence. Le silence, aujourd'hui, n'est plus naturel, il faut le créer. Il faut fermer les écrans, couper les notifications, accepter la pause. Ce geste paraît anodin, mais il est révolutionnaire. Dans un monde où tout pousse à réagir, choisir de ne pas répondre tout de suite est un acte de liberté. Le silence permet au cerveau de consolider les souvenirs, d'intégrer les émotions, de distinguer le vrai du futile. Il restaure la continuité intérieure que le flux constant d'informations avait fragmentée. Sans silence, l'esprit s'épuise, avec lui, il se reconstruit. Retrouver ce rapport apaisé au monde demande aussi de réhabiliter la lenteur. La lenteur n'est pas l'ennemi du progrès, elle en est la condition. C'est elle qui permet de voir ce que la vitesse cache. Dans la lenteur, on retrouve la texture des choses, la saveur des instants, la profondeur des liens. Elle redonne au temps sa densité. Loin d'être un retour en arrière, elle est un art d'habiter le présent. De nombreuses études sur le slow living, la nature ou la contemplation montrent que la lenteur améliore la clarté mentale, la créativité et la stabilité émotionnelle. Elle n'est pas paresse, mais lucidité incarnée. Cette lucidité suppose aussi de réévaluer la notion de progrès. Pendant longtemps, le progrès a été défini par la croissance, produire plus, aller plus vite, étendre nos capacités. Mais au XXIe siècle, cette logique atteint ses limites. L'humanité ne manque plus d'outils, mais de direction. Nous savons transformer le monde matériel, mais nous peinons à maîtriser ses effets sur notre équilibre psychique. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce que nous pouvons faire, mais ce que nous devons préserver. L'intelligence technologique doit s'accompagner d'une intelligence intérieure, celle qui mesure les conséquences, les rythmes, les besoins du vivant. Cette idée rejoint une vérité biologique élémentaire, tout système vivant cherche l'équilibre. Une cellule, un organe, un organisme ne peuvent fonctionner que dans une fourchette de stabilité, trop chaud, trop froid, trop vite, trop fort et tout se dérègle. L'humanité, dans son ensemble, n'échappe pas à cette loi. La désorientation contemporaine est le signe d'une homéostasie planétaire rompue, non seulement écologique mais psychique. Nous avons perturbé les cycles naturels, mais aussi les cycles mentaux. Nous avons inventé la lumière artificielle et perdu le rythme du jour. Nous avons inventé la communication instantanée et perdu le sens de la présence. Nous avons voulu abolir les distances et créer une distance intérieure. Pourtant, cette situation n'appelle pas le pessimisme. Car l'homme reste capable de réinventer ses équilibres. L'histoire humaine n'est qu'une succession d'ajustements, à chaque mutation, une sagesse nouvelle émerge. La désorientation actuelle pourrait être la matrice d'une conscience plus fine, plus unifiée, où la liberté ne s'oppose plus à la limite, mais s'y accorde. Ce n'est pas en renonçant au progrès que l'on retrouvera le sens, mais en l'habituant à la mesure. L'équilibre moderne n'est pas un retour au passé, c'est une conquête de la clarté. Cette clarté commence souvent par de petits gestes. Apprendre à lire sans interrompre sa lecture. Marcher sans écouter de musique. Manger sans écran. Parler vraiment à quelqu'un, sans simultanément penser à autre chose. Ces gestes simples, en apparence anodins, rééduquent l'attention. Ils rétablissent le lien entre le corps et l'esprit, entre le geste et la conscience du geste. C'est dans ces moments minuscules que se reconstruit la présence. Et la présence, c'est déjà le contraire de la désorientation. Car être présent, c'est être capable d'habiter pleinement ce que l'on vit. Ce n'est pas fuir le monde, mais cesser de se perdre en lui. La présence ne s'oppose pas à l'action, elle la purifie.
Elle transforme la réactivité en réponse consciente, la distraction en discernement. Elle réintroduit de la profondeur dans la surface. C'est un apprentissage. Au début, le silence gêne, la lenteur ennuie, la simplicité paraît fade. Mais peu à peu, l'esprit s'apaise. Le plaisir n'a plus besoin d'être intense pour être réel, la paix remplace l'excitation. Cette transformation ne dépend ni du contexte social, ni du niveau matériel, elle est intérieure. Les philosophes anciens l'avaient compris. Pour les stoïciens, la liberté ne consiste pas à tout maîtriser, mais à ne pas se laisser emporter par ce qui dépend de l'extérieur. Épictète disait déjà que l'homme ne souffre pas des choses, mais de la représentation qu'il s'en fait. Cette sagesse, redécouverte aujourd'hui dans les thérapies cognitives, trouve une résonance nouvelle. L'enjeu n'est plus seulement moral, il est cognitif. Apprendre à diriger son attention, c'est réapprendre à vivre. Le monde extérieur ne changera pas sa vitesse, c'est donc à l'intérieur de nous que doit s'ajuster la boussole. Cette boussole intérieure n'est pas une idée abstraite, c'est une compétence mesurable. Elle s'exprime par la capacité à hiérarchiser, à différer, à distinguer. Savoir dire non à certaines sollicitations, ce n'est pas refuser la vie, c'est la protéger. De nombreuses recherches montrent que la clarté mentale augmente quand on réduit le multitâche. L'attention partagée divise la performance, altère la mémoire et augmente le stress. Inversement, la concentration unifiée libère une forme d'énergie calme. C'est ce que les moines, les artistes ou les scientifiques expérimentent naturellement, l'état de flux, où l'action et la conscience s'accordent dans un rythme commun. Cet état n'appartient pas à une élite spirituelle, mais à tout être humain capable de focaliser son énergie. Retrouver cette focalisation n'est pas seulement un confort psychologique, c'est une nécessité culturelle. Car la civilisation numérique repose sur la captation de l'attention. Les plateformes, les marques, les médias se livrent une bataille silencieuse pour obtenir des secondes de présence mentale. Chaque clic, chaque regard, chaque mot lu devient une donnée exploitable. Dans cette économie de l'attention, celui qui ne choisit pas ce qu'il regarde est choisi par d'autres. Reprendre le contrôle de son attention, c'est donc un acte politique, refuser d'être réduit à un consommateur d'images. C'est affirmer que notre temps intérieur a de la valeur. Le discernement devient alors la vertu centrale du monde contemporain. Discerner, ce n'est pas se couper du monde, mais apprendre à distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est la forme moderne de la sagesse antique. Aristote parlait déjà de la phronasie, la prudence pratique, cette intelligence du juste milieu qui permet d'agir à propos. Aujourd'hui, cette prudence s'applique non plus seulement aux actions visibles, mais à la gestion invisible de notre attention. Savoir quoi ignorer devient aussi important que savoir quoi apprendre. Et cette compétence, contrairement à ce que l'on croit, s'acquiert. Elle repose sur l'observation de soi, la connaissance de ses propres limites, la conscience de ses automatismes. C'est une écologie de l'esprit. Dans ce sens, la désorientation contemporaine pourrait être comprise comme un passage, celui d'une humanité encore ivre de ses pouvoirs vers une humanité consciente de ses limites. Nous avons conquis la vitesse, il nous reste à reconquérir la justesse. Nous avons élargi le monde extérieur, il nous faut approfondir le monde intérieur. Cette réconciliation entre expansion et équilibre constitue le cœur d'un nouvel art de vivre. Il ne s'agit plus de choisir entre progrès et sagesse, mais d'unir les deux. Le progrès sans sagesse détruit, la sagesse sans progrès s'éteint. L'équilibre consiste à maintenir leur dialogue. C'est peut-être là que se joue l'avenir du sens. Si la modernité a déraciné les anciens repères, elle offre aussi l'occasion d'en créer de nouveaux, plus conscients, plus universels. Le défi n'est plus d'imposer une vérité, mais d'apprendre à orienter son regard. Car le sens n'est pas une donnée fixe, c'est une relation, entre soi et le monde, entre ce que l'on voit et ce que l'on choisit d'y lire. Quand tout devient visible, l'essentiel se cache dans l'attention qu'on lui accorde.
La sagesse du temps présent réside peut-être là, dans la capacité à discerner, au milieu du bruit, ce qui mérite encore le silence. Ainsi, la désorientation contemporaine n'est pas une fin, mais une initiation. Elle nous force à redéfinir nos repères, à purifier nos désirs, à reprendre contact avec l'expérience directe de la vie. Elle nous rappelle que la vraie liberté n'est pas dans la multiplication des possibles, mais dans la clarté du choix. Vivre lucidement dans un monde saturé, c'est choisir ce à quoi l'on consent, à prêter attention, et s'y tenir. Dans cette fidélité à l'essentiel, l'homme retrouve son centre. Et c'est là, au milieu du tumulte, qu'il peut enfin s'orienter. Et pour comprendre comment retrouver cet équilibre dans le réel, il faut maintenant revenir à la base même de notre présence au monde, le corps. Car c'est lui, avant la pensée, qui perçoit, régule et informe notre rapport à la vie. Le prochain chapitre nous y conduit, le corps comme système d'information.